On me pose souvent une question très directe. Pourquoi certaines personnes sont naturellement respectées, désirées, recherchées, alors que d'autres, pourtant tout aussi intelligentes ou sensibles, semblent toujours passer après les autres? La réponse n'a rien à voir avec la beauté, le statut social ou une stratégie de séduction. Ce qui fait qu'on vous perçoit comme une priorité plutôt que comme une option, tient à quelque chose de beaucoup plus intérieur, votre positionnement psychologique. La manière dont vous vous situez face aux autres détermine la manière dont ils se situent face à vous. Lorsqu'une personne accepte intérieurement l'idée qu'elle peut être remplacée, négligée ou mise en attente, elle envoie des signaux subtils. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des micro-attitudes, une disponibilité excessive, une peur du conflit, un besoin constant d'être validé. Le cerveau de l'autre capte cela instantanément. Nous sommes neurologiquement programmés pour détecter le niveau de sécurité intérieure de ceux qui nous entourent. Être perçu comme un luxe ne signifie pas être inaccessible ou arrogant. Cela signifie dégager une cohérence intérieure. Cela signifie que votre présence a une valeur parce que vous lui donnez vous-même une valeur. Les personnes qui inspirent le respect n'essaient pas de convaincre qu'elles le méritent. Elles vivent d'une manière qui le rend évident. Il existe une dynamique psychologique très simple. Plus vous vous adaptez pour ne pas déranger, plus vous devenez interchangeable. À l'inverse, plus vous assumez votre singularité, plus vous devenez rare. Or, ce qui est rare attire, non par manipulation, mais par stabilité émotionnelle. La première clé est donc fondamentale, sortir du besoin d'être choisi. Tant que vous attendez que quelqu'un vous sélectionne, vous vous placez inconsciemment en position inférieure. Le changement commence lorsque vous décidez que la relation, quelle qu'elle soit, est un espace de réciprocité et non d'approbation. Le cerveau humain respecte naturellement ce qui se respecte soi-même. Cela ne relève pas de la morale, mais de la psychologie sociale. Nous évaluons constamment la valeur relationnelle des autres en fonction de la manière dont ils gèrent leur temps, leurs limites et leur énergie. Quelqu'un qui protège son espace intérieur envoie un message puissant, ma présence n'est pas automatique. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'être aimé nécessite d'être toujours disponible. En réalité, c'est la clarté des limites qui crée le désir et la considération. Sans cadre, il n'y a pas de valeur perçue. Sans conscience de soi, il n'y a pas de positionnement. Et tout cela commence dans la tête. Avant d'être vu différemment, il faut se penser différemment. La deuxième clé repose sur un mécanisme profondément ancré dans notre fonctionnement mental, la cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on montre. Lorsqu'il existe un décalage, les autres le perçoivent immédiatement. On peut prononcer les mots les plus affirmés, mais si intérieurement il y a peur de perdre, peur d'être abandonné, peur de ne pas suffire, ça transparaît dans le ton de la voix, dans le regard, dans le rythme des réponses. Notre système nerveux est extrêmement sensible à l'incongruence. Face à quelqu'un qui doute de sa propre valeur, nous avons tendance, souvent inconsciemment, à douter aussi. Ce n'est ni cruel ni volontaire. C'est un phénomène d'ajustement relationnel. Nous nous synchronisons à l'assurance ou à l'insécurité de l'autre. C'est pourquoi vouloir être perçu comme un luxe sans travailler sur son estime personnelle revient à construire une façade sur des fondations fragiles. À la moindre tension, à la moindre distance affective, l'angoisse reprend le dessus et pousse à des comportements de compensation. Envoyer un message de trop, accepter l'inacceptable, minimiser ses besoins. La véritable transformation commence lorsque l'on cesse de chercher à être indispensable et que l'on choisit d'être aligné. Être aligné signifie que ce que vous tolérez correspond à ce que vous pensez mériter. Cela signifie que vous ne négociez pas votre dignité pour obtenir de l'attention. Il existe un principe simple en psychologie relationnelle. Ce que vous acceptez enseigne à l'autre comment vous traitez. Chaque fois que vous ignorez une limite intérieure, vous donnez une autorisation implicite.
À l'inverse, chaque fois que vous affirmez calmement une frontière, vous redéfinissez la dynamique. Cela ne passe pas par l'agressivité. Au contraire, l'agressivité trahit souvent une fragilité interne. La fermeté tranquille est beaucoup plus puissante. Dire non sans justification excessive, exprimer un désaccord sans dramatisation, se retirer d'une situation qui ne respecte pas vos valeurs sans menacer ni supplier. Cette stabilité crée une perception de solidité. Lorsque vous commencez à agir ainsi, quelque chose change subtilement. Vous êtes plus perçu comme acquis. Votre présence cesse d'être automatique. Elle devient un choix conscient, autant pour vous que pour l'autre. Et cette conscience transforme profondément la qualité des échanges. Il faut comprendre une chose essentielle. La valeur relationnelle n'est pas déclarée, elle est incarnée. On ne devient pas précieux en le répétant. On le devient en se comportant comme quelqu'un qui a déjà intégré sa propre importance. Et cela demande un travail intérieur, quotidien, souvent invisible, mais déterminant. La troisième clé touche à un point souvent mal compris, la gestion de l'attention. Être perçu comme un luxe ne dépend pas seulement de ce que vous dites ou de ce que vous faites, mais de la manière dont vous distribuez votre énergie mentale. L'attention est une monnaie psychologique. Là où vous la placez, vous donnez de la valeur. Beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, offrent une attention disproportionnée à ceux qui les rassurent peu. Elles analysent chaque message, chaque silence, chaque variation d'humeur. Cette hypervigilance crée un déséquilibre. Lorsque votre esprit tourne autour de quelqu'un, vous vous placez intérieurement en position d'attente. Et l'attente, prolongée, affaiblit la posture. Le cerveau fonctionne selon un principe d'association. Plus vous focalisez sur une personne, plus elle devient centrale dans votre paysage mental. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous recentrez votre attention sur vos projets, vos valeurs, vos engagements, vous modifiez subtilement la dynamique relationnelle. Vous cessez d'être disponible psychiquement en permanence. Cela ne signifie pas ignorer ou jouer un rôle, cela signifie rétablir une hiérarchie saine. Votre vie ne peut pas être suspendue aux réactions de quelqu'un d'autre. Une personne qui avance, qui crée, qui investit son temps dans des activités nourrissantes, dégage une impression de plénitude. Et la plénitude attire naturellement. Il existe une erreur fréquente. Croire que l'intensité émotionnelle crée la valeur. En réalité, c'est la stabilité qui la crée. Lorsque votre humeur ne dépend pas des variations extérieures, vous devenez prévisible dans le bon sens du terme. Cette prévisibilité rassure et inspire du respect. Sur le plan neurologique, une attention dispersée entretient l'anxiété. L'amygdale, impliquée dans la détection des menaces, s'active plus facilement lorsque l'esprit rumine. À l'inverse, une attention dirigée vers des objectifs concrets stimule le cortex préfrontal responsable de la planification et de la régulation émotionnelle. Autrement dit, plus vous investissez votre énergie dans votre propre trajectoire, plus vous gagnez en solidité intérieure. Cette solidité modifie la perception que les autres ont de vous. Vous n'êtes plus quelqu'un qui attend une validation, vous êtes quelqu'un qui choisit de partager son temps. La nuance est immense. Dans un cas, vous cherchez une confirmation. Dans l'autre, vous offrez une présence. Et ce déplacement intérieur est fondamental, car on ne devient pas précieux en demandant à être retenu. On le devient en construisant une vie suffisamment riche pour ne pas dépendre d'un regard unique. Lorsque votre centre de gravité se situe en vous et non à l'extérieur, votre valeur cesse d'être négociable. La quatrième clé concerne quelque chose de plus subtil encore, la tolérance à la frustration. Beaucoup de dynamiques où l'on se sent optionnel sont liées à une difficulté à supporter l'incertitude. Dès qu'un silence s'installe, dès qu'une réponse tarde, l'imaginaire s'emballe. On interprète, on projette, on dramatise. Cette agitation intérieure pousse souvent à agir trop vite.
Or, la capacité à rester calme face à l'inconfort émotionnel est un marqueur de maturité psychologique. Celui ou celle qui sait attendre sans s'effondrer envoie un message clair: je ne suis pas gouverné par l'urgence affective. Cette stabilité modifie profondément la dynamique relationnelle. Sur le plan biologique, l'inconfort active le système de stress. Le corps réclame une résolution rapide pour retrouver un état de sécurité. Envoyer un message supplémentaire, chercher une explication immédiate, provoquer une discussion peut apaiser momentanément l'angoisse. Mais ce soulagement est court. Il renforce même la dépendance à la validation extérieure. Apprendre à rester avec l'émotion sans agir impulsivement est un entraînement. Lorsque vous ressentez cette montée d'inquiétude, l'objectif n'est pas de la supprimer, mais de l'observer. Nommer ce qui se passe intérieurement réduit son intensité. Respirer lentement active le système nerveux parasympathique, celui qui ramène au calme. En quelques minutes, l'orage intérieur perd de sa force. Cette capacité à ne pas réagir immédiatement crée une nouvelle image de vous. Vous n'êtes plus quelqu'un qui réclame une preuve constante d'importance. Vous êtes quelqu'un qui se sait digne d'intérêt, même dans le silence. Il faut comprendre que la rareté relationnelle n'est pas une stratégie artificielle. Elle naît naturellement lorsque vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre paix pour combler une anxiété passagère. Plus vous apprenez à gérer vos propres émotions, moins vous exigez de l'autre qu'il régule votre insécurité. Il existe également un phénomène psychologique appelé renforcement intermittent. Lorsqu'une attention est donnée de manière imprévisible, elle devient plus addictive. Si vous répondez systématiquement à chaque variation par une intensification de votre disponibilité, vous entrez dans ce cycle. En revanche, si votre comportement reste stable, mesuré, cohérent, vous sortez de cette logique. Être perçu comme un luxe suppose donc une autonomie émotionnelle. Cela ne signifie pas être distant ou froid. Cela signifie ne pas se précipiter pour apaiser chaque inconfort. Cette retenue, loin de créer de la distance, installe du respect. La maîtrise de soi n'est pas une rigidité. C'est une liberté intérieure. Et cette liberté change tout dans la manière dont vous êtes regardé. La 5e clé concerne l'identité profonde que vous incarnez, car au fond, on ne vous perçoit jamais seulement à travers vos mots, mais à travers l'histoire que vous racontez sur vous-même, consciemment ou non. Si intérieurement vous voyez comme quelqu'un qui doit faire des efforts constants pour mériter l'attention, vous agirez dans ce sens, et les autres s'ajusteront à cette narration. Notre cerveau fonctionne par cohérence identitaire. Nous avons tendance à confirmer l'image que nous avons de nous-mêmes. Si vous vous percevez comme secondaire, vous tolérerez des situations secondaires. Si vous vous percevez comme précieux, vous vous comporterez différemment, souvent sans même y penser. Changer cette perception ne consiste pas à se répéter des affirmations vides. Il s'agit d'un travail plus profond. Il faut examiner les croyances anciennes, souvent construites dans l'enfance, parfois renforcées par des expériences de rejet ou de comparaison. Des pensées comme je dois prouver ma valeur, je ne suis pas prioritaire, si je ne fais pas plus, on partira, influencent inconsciemment vos choix. Lorsque ces croyances restent inconscientes, elles gouvernent vos comportements. Vous investissez davantage que l'autre, vous minimisez vos besoins, vous évitez les confrontations nécessaires. Le problème n'est pas l'amour ou le désir de lien. Le problème est l'oubli de soi dans le processus. Il existe une question simple mais puissante. Si je me considérais vraiment comme quelqu'un de précieux, que ferais-je différemment aujourd'hui ? Cette interrogation révèle souvent des ajustements concrets. Peut-être parleriez-vous plus lentement, avec plus de certitude, peut-être refuseriez-vous certaines propositions, peut-être cesseriez-vous d'expliquer excessivement vos choix. L'identité se construit par accumulation d'actes cohérents.
Chaque fois que vous choisissez le respect de vous-même, vous consolidez cette image intérieure. Et plus cette image devient solide, moins vous ressentez le besoin d'être rassuré. Sur le plan relationnel, cela change subtilement la dynamique. Vous ne cherchez plus à convaincre, vous partagez, vous n'essayez plus d'être indispensable. Vous êtes simplement vous-même avec vos limites et vos préférences assumées. Cette simplicité crée une impression de maturité. Il faut aussi comprendre que la valeur ne vient pas de la performance constante. Elle vient de la stabilité. Quelqu'un qui sait qui il est inspire davantage de considération que quelqu'un qui s'adapte à chaque attente. Lorsque vous modifiez votre identité intérieure, le regard extérieur finit par s'ajuster. Non parce que vous manipulez l'image, mais parce que vous incarnez une cohérence nouvelle. Et cette cohérence, silencieuse mais ferme, transforme la manière dont on vous perçoit. La 6e clé touche à un point délicat mais essentiel, la capacité à se retirer. Beaucoup de personnes confondent persévérance et insistance. Elles pensent que rester, expliquer encore, insister davantage finira par créer de la reconnaissance. En réalité, lorsqu'un lien ne repose pas sur une réciprocité minimale, l'excès d'effort affaiblit votre position. Se retirer ne signifie pas fuir. Cela signifie observer lucidement une dynamique et accepter qu'elle ne vous correspond pas. Il y a une forme de dignité dans le fait de ne pas forcer ce qui ne circule pas naturellement. Cette dignité est perçue, même si elle n'est pas explicitement reconnue. Psychologiquement, le retrait volontaire est puissant. Il rompt le cycle de validation externe. Lorsque vous cessez d'alimenter une interaction déséquilibrée, vous envoyez un signal clair. Ma présence n'est pas automatique, elle est conditionnée par la qualité du lien. Ce signal modifie profondément la perception. Il existe une peur fréquente, celle de disparaître si l'on se retire. Pourtant, c'est souvent l'inverse qui se produit. L'absence mesurée rappelle la valeur de la présence, non comme une stratégie calculée, mais comme une conséquence naturelle d'un repositionnement intérieur. Le cerveau humain attribue davantage d'importance à ce qui n'est pas garanti. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours prêt à ajuster votre agenda, toujours en attente, votre présence devient prévisible au point d'être acquise. Or, ce qui est acquis perd en intensité émotionnelle. Se retirer implique aussi d'accepter l'inconfort temporaire. Il peut y avoir un doute, une solitude passagère, une remise en question, mais ce passage est nécessaire pour retrouver un équilibre. Rester dans une situation où l'on se sent diminuer érode lentement l'estime de soi. Il faut apprendre à observer les signaux. Une relation où l'initiative est constamment unilatérale, où l'écoute est inégale, où l'attention varie selon les humeurs, mérite d'être interrogée. Se retirer d'une telle dynamique n'est pas un échec, c'est un acte de cohérence. Plus vous développez cette capacité, plus votre posture change. Vous n'êtes plus dépendant de la continuité d'un lien pour vous sentir valide. Vous choisissez de rester lorsque le respect est présent et de partir lorsque ce n'est pas le cas. Et cette liberté de mouvement, calme et assumée, est l'une des formes les plus claires de valeur perçue. La 7e clé concerne la manière dont vous parlez de vous et surtout la manière dont vous vous traitez intérieurement. On sous-estime l'impact du dialogue interne sur la posture extérieure. Pourtant, ce que vous vous répétez silencieusement finit toujours par modeler votre comportement. Si votre voix intérieure est constamment critique, si elle minimise vos réussites, si elle doute de votre légitimité, vous porterez cette hésitation dans vos interactions. Une personne qui se sent insuffisante cherche inconsciemment des preuves pour combler ce manque, et cette quête se ressent. À l'inverse, un dialogue interne bienveillant et lucide crée une stabilité. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf, mais d'une reconnaissance équilibrée de ses forces et de ses limites. Quelqu'un qui se parle avec respect n'a pas besoin d'en faire trop pour être reconnu.
Le cerveau ne distingue pas toujours entre une critique extérieure et une critique auto-infligée. Lorsque vous entretenez des pensées répétitives du type « je ne suis pas assez intéressant, je dois faire plus », vous activez les mêmes circuits de stress que si quelqu'un vous le disait directement. À long terme, cela altère la confiance. Transformer cette voix demande une attention consciente. Il faut commencer par l'écouter. Observer les phrases récurrentes, noter les jugements automatiques, puis introduire une nuance, remplacer la condamnation globale par une analyse spécifique. Au lieu de je suis nul, reconnaître cette situation ne s'est pas déroulée comme prévu et je peux ajuster. Ce travail intérieur renforce la cohérence. Lorsque vous vous sentez intérieurement solide, vous n'avez plus besoin de surjouer la confiance. Elle devient naturelle. Elle se manifeste dans la posture, dans le rythme des réponses, dans la capacité à soutenir un regard sans chercher à convaincre. Il existe aussi une dimension corporelle. Le ton de la voix, la respiration, la manière d'occuper l'espace traduisent votre rapport à vous-même. Une respiration posée régule le système nerveux et renforce la sensation de sécurité intérieure. Cette sécurité est perceptible par l'autre. On ne peut pas être perçu comme précieux si l'on se traite comme secondaire. Le regard extérieur finit toujours par refléter l'image que vous projetez inconsciemment. En consolidant votre dialogue interne, vous transformez progressivement votre présence. Elle devient plus calme, plus ancrée, moins dépendante des réactions immédiates, et cette ancre intérieure change profondément la dynamique relationnelle. La 8e et dernière clé rassemble toutes les autres, la constance. Beaucoup de transformations échouent non pas par manque de compréhension, mais par manque de continuité. On adopte une nouvelle posture quelques jours, puis on retombe dans les anciens réflexes au premier signe d'incertitude. Or, la perception que les autres ont de vous se construit dans la durée. Être vu comme un luxe n'est pas un rôle que l'on joue ponctuellement, c'est une cohérence répétée. C'est la stabilité d'une attitude qui ne varie pas selon l'humeur de l'autre. Lorsque vous maintenez vos limites, votre attention centrée, votre calme face à l'inconfort, vous redessinez progressivement la dynamique autour de vous. Il faut accepter qu'au début, certains résisteront. Les personnes habituées à votre disponibilité constante pourront être déstabilisées. Elles testeront vos nouvelles frontières. Ce moment est décisif. Si vous revenez en arrière par peur de déplaire, vous annulez le repositionnement. Si vous restez ferme et respectueux, vous installez un nouveau cadre. Il existe une loi psychologique simple, ce qui est cohérent devient crédible. Plus vous incarnez votre valeur sans l'imposer, plus elle devient évidente. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre importance, vous la vivez. Avec le temps, un changement subtil apparaît. Vous cessez d'analyser chaque détail d'interaction. Vous n'interprétez plus chaque silence comme une menace. Votre esprit se libère de cette hypervigilance. Vous retrouvez une disponibilité intérieure pour vos projets, vos passions, votre évolution personnelle. C'est là que le paradoxe se révèle. Lorsque vous ne cherchez plus à être choisi, vous devenez plus attractif. Non par stratégie, mais par autonomie. L'autonomie émotionnelle est profondément rassurante. Elle crée un espace où l'autre peut s'engager librement, sans pression implicite. Au fond, il ne s'agit pas de devenir rare artificiellement. Il s'agit de reconnaître que votre temps, votre énergie et votre présence ont une valeur intrinsèque. Vous n'êtes pas une option parmi d'autres, vous êtes une personne avec des limites, des préférences, une dignité. Lorsque cette conviction s'installe réellement, elle transforme votre posture. Vous ne poursuivez plus, vous proposez.